Bonjour, permettez-nous de vous présenter la paralysie obstétricale de plexus brachial et sa rééducation. Alors pourquoi le choix de ce sujet? Tout simplement parce que l'atteinte de paralysie obstétricale de plexus brachial est l'une des traumatismes les plus fréquents. D'après la déclaration de l'OMS, 1 à 2 enfants sur 1000 naissances vivantes, elle peut atteindre une paralysie obstétricale de plexus brachial, avec l'incidence de séquelles peut aller jusqu'à 25%. Alors, c'est un travail qui est proposé par professeur Yassine Jbraoui et préparé par Madame Ria Temina et Madame Lamar Siham. Notre plan se répartit comme suit. Alors, pour la première partie, on va définir le plexus brachial, ses étiologies, sa physiopathologie, sa classification, l'examen clinique et enfin l'évolution. Alors pour la deuxième partie, c'est en rapport avec la rééducation. Quels sont les objectifs et les buts de la rééducation? La phase initiale de rééducation et ses techniques. Phase de régression avec ses moyens de rééducation. Et à la fin, la bibliographie. Paralysie obstétricale de plexus brachial. C'est une paralysie du membre supérieur qui peut se produire chez l'enfant à l'accouchement. Elle se doit à une lésion de plexus brachial. Selon la nature des lésions, les récupérations sont spontanées, totales, partielles ou nulles. Alors voilà un schéma qui montre les différentes racines de l'atteinte de plexus brachial. Ça peut aller de C4 jusqu'à T1. Une autre illustration des paralysies. Soit on a une atteinte au niveau C5, C6, C7, ce qu'on appelle une paralysie haute, soit atteinte de C8, D1, c'est la paralysie basse, soit une atteinte totale, c'est-à-dire de C5 jusqu'à D1. Alors pour la physiopathologie, la paralysie obstétricale de plexus brachial, c'est une paralysie qui est flasque, avec une récupération spontanée. Mais cette récupération peut être perturbée par soit les rétractions des muscles qui siègent sur le muscle antagoniste qui sont souvent hypertoniques, soit le muscle qui récupère une bonne force mais se rétracte par perte de l'antagoniste qui non récupéré et hyperextensible. Aussi, soit le muscle qui se réinnerve en position courte de sorte qu'il se rétracte pour son propre compte. Alors toutes ces rétractions entraîne des déformations sur le squelette malléole du nourrisson. Alors, les différentes étiologies, soit l'enfant se présente en céphalique avec un poids supérieur à 4 kg. On peut parler d'une présentation siège comme cause de l'atteinte de plexus brachial. La notion de prématurité en rapport à la fragilité de nourrisson et enfin la dystocie des épaules. Alors une image qui illustre les différents facteurs obstétricaux. Comme on a dit que la paralysie, ça peut être soit une paralysie qui est basse, paralysie haute ou paralysie complète. Alors pour la paralysie basse ou la paralysie clamque, c'est une atteinte au niveau de C8 à T1. Elle se caractérise par flexion du coude, supination de l'avant-bras. Atteinte des muscles de la main avec absence de réflexe de préhension palmaire. Les réflexes bicipital et cilo-radial, elles sont toujours présents. Paralysie de Duchenne ou paralysie haute. C'est l'atteinte au niveau de C5, C6 et C7. Le bras atteint, il est inerte sur le côté du corps avec épaule en rotation interne. Coude en extension et poignet en légère flexion. Perte de l'abduction et de la rotation externe du bras. Incapacité de flexion du coude et la supination de l'avant-bras. En rapport avec l'atteinte de C5 à T1, c'est la paralysie complète. Alors le membre supérieur atteint est inerte avec absence de tout réflexe, avec des séquelles majeures à la naissance. L'examen clinique de l'enfant est comme suit.
Alors, le membre supérieur, il se présente avec pendant le long du corps, le bras en adduction en rotation interne, le coude en extension, le poignet fléchi, les doigts repliés sur le pouce en adduction. C'est un membre qui est hypotonique et ballon. On peut effectuer différents bilans et parmi ces bilans, on peut parler du bilan musculaire, qui est basé sur le réflexe d'étirement d'un muscle entraînant une contraction-réponse immédiate sur la stimulation cutanée d'un muscle. On peut avoir différentes cotations. Alors, si on n'a pas de contraction, c'est la cotation 0. Alors, quand on a une contraction sans mouvement, c'est la cotation 1. Contraction avec mouvement incomplet contre la pesanteur, c'est la cotation 2. Par contre, la cotation 3, c'est la contraction avec mouvement complet contre la pesanteur. Ce bilan met en évidence l'atteinte de différents muscles tels que le deltoïde, le biceps, le brachial antérieur et le long supinateur. Alors pour la rotation interne, c'est un signe de paralysie des rotateurs externes. Aussi, l'attitude en pronation de l'avant-bras, c'est un signe d'atteinte de court supinateur. Les troubles sensitifs, ils sont difficiles à affirmer à cet âge. Ils se cherchent au niveau du moignon quand on a une atteinte de C8-D1, au bord externe du bras et de l'avant-bras quand on a une atteinte de C5 et C6, et à la face dorsale de la main quand on a une atteinte de C7. Les troubles vasomoteurs, le membre là, il se présente d'une couleur qui est très pâle. Alors pour l'atteinte des amplitudes articulaires au niveau pour le nouveau-né, alors toutes les amplitudes on les trouve avec des mesures qui sont normaux. Par contre, l'enfant, on peut noter des raideurs articulaires, baisse des amplitudes par manque de balance entre des muscles agonistes et antagonistes, attitude vicieuse par action des muscles les plus puissants, flexion du coude, rotation interne de l'épaule. On peut évaluer aussi l'atteinte motrice, qui s'étudie grâce à la gesticulation spontanée ou provoquée par stimulation cutanée. On parle d'une réflexe de Moro qui est déclenché par un changement brusque de la tête par rapport à la nuque. Le premier temps de mouvement explore les muscles des abducteurs, rotateurs externes des épaules, les extenseurs des doigts et du poignet, les abducteurs du pouce. Pour le deuxième temps, il permet de juger de la présence des muscles adducteurs, rotateurs internes des épaules et des fléchisseurs du coude. Alors pour réflexe grasping, la stimulation de la face palmaire au niveau de la main qui peut provoquer l'agrippement et qui permet d'observer la flexion des doigts. Et enfin, test foulard. C'est un test qui consiste à tenter d'amener la main vers l'épaule opposée en enroulant le bras autour du cou. Il n'est pas possible que les rotateurs externes sont paralysés. L'extension complète du coude est difficile à obtenir, sauf en cas de paralysie des fléchisseurs. Le tableau clinique peut s'enrichir d'une fracture de clavicule, de l'humérus, d'un torticolis, d'une atteinte diaphragmatique, d'un syndrome de Claude Bernard-Horner en cas d'atteinte de C8 et D1. L'évolution de la paralysie obstétricale de plexus brachial soit peut être d'une récupération qui est complète. C'est une récupération précoce avec un ordre de récupération assez stéréotype, c'est-à-dire après 1 mois et demi, on peut récupérer le triceps extenseur du poignet et des doigts. Après 2 mois, on peut parler de deltoïde et de biceps. 2 mois et demi, c'est les abducteurs extenseurs du pouce. 3 mois pour les rotateurs externes d'épaule et les supinateurs. Parfois, la récupération peut être incomplète. Les limitations peuvent être constatées
sur l'épaule par une atteinte au niveau des rotateurs externes, au niveau du coude par l'atteinte des flexions et extensions, au niveau de la main sur les fléchisseurs et extenseurs. En rapport avec les séquelles, on peut parler du séquelles au niveau de l'épaule. La perte de rotation externe active de l'épaule. Pour porter la main à la bouche, l'enfant doit associer une antépulsion et abduction de l'épaule, ce qu'on appelle le signe de Clairaut. La main dos, main nuque sont souvent impossibles. Au niveau du coude, le muscle de l'avant-bras se fixe en pronation. L'enfant doit compenser la perte de supination et la rotation externe de l'épaule par une abduction de l'épaule et inclinaison du tronc. Au niveau de la main, les séquelles de la main peuvent être de gravité différente. On peut aller d'une main qui est normale jusqu'à l'atteinte d'une main qui est très grave, à ce qu'on appelle main bollock. Alors ainsi prend fin notre partie de définition, signes cliniques et complications de plexus brachial. C'est la partie médicale de paralysie obstétricale. Alors on peut passer à la test pour vos connaissances et on vous donne rendez-vous pour la prochaine séance en rapport avec la rééducation de plexus brachial et ses techniques. Merci de votre attention et à la prochaine séance.